Microfilm, bonsoir. Il y a quelques années, on avait eu le plaisir d'avoir à ce micro Jacques Demy, parce qu'il y avait à l'époque un hommage, une rétrospective. Il passait tous ses films et on avait fait un petit tour d'horizon comme ça sur ce qui maintenant est non seulement une carrière, mais une œuvre, dans le sens le plus fort du terme. Et puis, je crois me souvenir qu'il y avait un tout petit peu de désenchantement déjà, un peu à l'époque, sur la difficulté de continuer. Bon. Et puis, le temps a passé. Et c'est avec plaisir qu'on voit tout d'un coup sortir un film qui s'appelle 3 places pour le 26, signé Jacques Demy, un film où ça chante un peu, ça danse un peu, enfin c'est un drôle de musical, on va en parler. Et donc l'occasion évidemment n'est que trop belle pour reparler avec Jacques de tout bêtement de comment dans cette sorte de demi-retraite où il était un moment, puisque je me souviens l'avoir vu chez lui, il était en train de peindre. C'est vrai. Ah, on aurait dit du Poussin, je crois que c'est vrai. Mais j'ai fait des copies de Poussin. Voilà. Oui. C'est un peintre que j'aime énormément et on apprend beaucoup. Tu sais que tous les peintres ont copié toujours. Tout. Je veux dire, ça fait partie d'une démarche comme ça intéressante pour trouver des matières, des couleurs, un sentiment. Donc, comment on passe d'une copie du Poussin à de nouveau le cinéma, les plateaux, les planches, 50 ans d'histoire du showbiz à travers une figure archi connue de la France contemporaine. Comment on fait cette histoire? Bon, moi j'ai vu le film, je suis plutôt inconditionnel de Demy, je le dis tout de suite. Donc c'est très rare que je sois furieux ou très très déçu, même quand c'est moins réussi. Je trouve ce film tout à fait étrange, assez tordu pour dire la vérité, passionnant, et c'est très difficile pour moi d'en parler en faisant semblant de ne pas avoir vu les films d'avant. Je pense que, Dieu sait si la politique des auteurs des fois fait faire des bêtises, mais alors dans ton cas, la logique depuis Lola jusqu'à maintenant est tellement diabolique que on a envie de dire tu faisais ça, tu ne le fais plus, mais ça continue quand même, tu ne faisais pas ça et maintenant tu le fais. Mais enfin, je reprends quand même ma question de départ, c'est de ta semi-retraite, semi-Poussin, comment tu as été ramené devant les Sunlight? Eh bien, si Claude Berry, producteur que je respecte parce qu'il croit toujours au cinéma, vraiment. Si Claude Berry n'était pas venu me prendre par la main et me dire, voilà, il faut que tu fasses un film, c'est scandaleux, tu ne dois pas rester comme ça dans ton coin, je crois que je serais toujours à peindre, certainement. J'ai commencé à faire du cinéma très tôt dans ma vie, à 9 ans ou 10 ans, et que j'ai pas envie d'arrêter, vraiment. Mais le cinéma est devenu de plus en plus difficile, c'est vrai, au point de le refuser totalement. Comme je suis incapable de rester sans rien faire, il faut que je crée quelque chose, absolument. Or ça, c'est un moyen, j'aurais pu écrire, je pourrais écrire un livre, bon, n'importe, je sais pas, parce que ça, je saurais faire. Ou la musique qui me tente énormément aussi. Mais ça, ce sont toujours des choses refoulées de mon adolescence. Et je choisis la peinture parce que c'est ce qu'il y a de plus serein, en fait. Et en même temps, c'est une bagarre pas possible avec la toile blanche, quoi. On le sait, c'est un cliché de le dire, mais c'est vrai. Et c'est un bonheur absolu quand, tout d'un coup, on a trouvé quelque chose. Tu lui proposes une comédie musicale. Oui. Tout en sachant que la comédie musicale, ça fait à peu près 200 ans qu'on le dit, ça marche jamais formidablement en France. Mais Claude, tu tiens à cette idée. Oui, parce que Claude me dit, tu sais, j'ai tellement aimé Lola, mais c'était pas un musical. Mais les autres, j'aime tellement les Demoiselles de Rochefort et les Parapluies. Et il a fait vraiment un panégyrique de... Bon, ce que j'ai fait, j'aime tellement les chansons qu'il ne faut pas rater cette chance-là. Il faut le faire. J'allais pas refuser, c'est vrai, puisqu'il m'a offert même tous les moyens de le faire. Il n'a pas rechigné. Et vous savez, ça coûte très très cher. Les décors, les costumes, tout est de nos jours, le bois, la main-d'œuvre, tout ça se comptabilise. Hein. Puis les héros vont vite. Après, il y a les répétitions de danse, faire venir un chorégraphe américain. S'assurer que tout ça soit quand même parfait. Il faut que ça tienne le coup. Il y a un côté artisanal là qui me plaît bien aussi. Donc j'allais pas refuser tout ça, c'est vrai. Mais là quand même, c'est pas les Demoiselles de Rochefort. Alors le ton est différent. Le ton est différent, même s'il y a encore des marins, même s'il y a encore des petits coups de chapeau à Stanley Donen. Je pense que ce que tu dois préférer dans la comédie musicale américaine, c'est plutôt Donen Kelly. Donen que Minelli. Ou Cukor même. Mais bon, il y a un peu ça. Mais il y a toute mon enfance quand même. Il y a vraiment
Je crois que je suis... c'est comme si je m'étais arrêté à un certain moment de ma vie en me disant, celui-là, il était quand même assez chouette. Et il y a eu des décisions, des choix importants. Bon, je vis là-dessus. Et la société contemporaine, où ma vie quotidienne n'arrive pas à grignoter ça. C'est ça qui est très curieux et que je ne comprends pas. Et pourtant, je vis la même journée que tout le monde. Je prends les journaux, je suis au courant de tout quand même. Mais il y a ce côté enfantin qui est resté. Et je dis, c'est pas péjoratif, simplement parce que beaucoup de choix se sont faits, je dis enfantin, adolescent, entre, bon, je sais pas, oui, il y a 15-16 ans, quoi. Et je voudrais, et les films qui m'ont impressionné aussi, les films qui m'ont vraiment, qui m'ont fait, moi, je vais dire artiste, que ce mot est détestable, homme de communication, je sais pas quoi, bon. Non, artiste, c'est mieux comme de communication. Bon, je sais pas comment définir, c'est tellement... C'est très bien artiste. Bon, alors voilà, il est lâché. Eh bien, j'ai eu toutes mes émotions, des grands chocs comme ça, avec Renoir, avec Bresson, avec Grémillon, dont nous parlions tout à l'heure, avec Becker, puis Wells, enfin je sais pas, il y a tous ces gens. Et puis la découverte vraiment du cinéma au ciné-club d'abord, à la Cinémathèque. Bon, j'ai eu de véritables chocs très tôt, très jeune. Et ça, c'est déterminant dans une vie, dans une carrière. Donc c'est pour ça que dans ce que tu appelles gentiment mon œuvre, il y a des choses qui sont installées et qui sont gravées, tu vois, comme tatouées, vraiment. Quand on entend parler Jacques Demy comme ça, on se dit, c'est quelqu'un qui est resté très très en phase, en prise directe avec son enfance. C'est son trésor de guerre. Il n'en aura jamais fini, en un sens, à l'explorer dans tous les sens. Donc le film doit être nécessairement nostalgique. Et Dieu sait s'il y a eu dans le cinéma, depuis une dizaine d'années, beaucoup de nostalgie sur avant, c'était mieux. Bon, et puis c'est pas le cas du tout. Je pense que s'il y a... pas, ça. Voilà, avant, je pense mieux, que... par exemple. Je ne crois pas ça. Je pense que s'il y a un mot qui devait coller mieux à ton cinéma, c'est plutôt le mot de mélancolie. Et la mélancolie n'est pas la nostalgie, c'est tout à fait autre chose. La mélancolie, c'est dans le présent, immédiatement. La nostalgie, c'est dans le passé. Et quand on voit le film, c'est pas ça du tout, puisque c'est un sujet d'aujourd'hui. Puisque on le base intégralement, donc, sur une figure de grand show businessman français, qui résume à lui tout seul pas mal d'années même, disons, d'être français, enfin, de conscience d'être français, politico, esthético, la scène, le showbiz, et que le film est un documentaire sur lui. C'est la force du film, c'est son côté incroyablement 88. Donc, je ne sais pas si tu en es conscient, mais il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce film qui est ne rien renoncer à son trésor d'enfance, mais ne filmer aujourd'hui que des choses, des vitesses, des gens, des rythmes, des dialogues, qui ne peuvent être filmés qu'aujourd'hui, ne serait-ce qu'à cause de l'âge des personnages, qu'à cause de la perception actuelle, comme ça, des corps et des mouvements. Est-ce que tu es conscient de ça ? J'aime le présent. Je ne suis pas nostalgique. Voilà, je suis c'est pas ce que je tout. disais. Dans ma tête, c'est plutôt qu'est-ce qu'on va faire demain matin, plutôt qu'est-ce que c'était bien hier soir. Mais j'ai toujours été comme ça. Et j'adore les mots comme ça qui surgissent tout d'un coup dans le langage quotidien. J'adore les idées nouvelles. J'aime ça véritablement. Je crois quand on a cru un petit peu que j'étais un homme du passé, par exemple. Je ne sais pas pourquoi. Mais on a des étiquettes comme ça qui s'amènent sans trop savoir. Ça, je crois que c'était faux. De même, je ne suis pas vraiment romantique. J'ai décidé pas du tout. D'aimer certaines choses, mais oui, mais on l'a dit. Ou sucré, par exemple, parce qu'il y a du rose ou du bleu, ou un certain rose ou un certain bleu. Bon, et c'est pas vrai non plus. On a dit beaucoup de choses fausses quand même, je crois, par rapport à ce que j'ai fait. Bien sûr. Mais beaucoup de choses vraies aussi. Attention. Hein. Oui. La preuve que tu n'es pas un homme du passé, c'est que, de toute façon, dans ton trésor de guerre de l'enfance, dans ce que j'appelle le trésor de guerre, il y a toujours une équation familiale. Le grand problème, c'est la filiation pour toi. Oui. Et donc, le passé est toujours mystérieux. En général, c'est toujours une équation où il manque en général un père. C'est pour ça qu'on parlera de celui-là, parce qu'il y a un père tout d'un coup. La situation fondamentale, c'est la mère et la fille. Je pense que tu es le plus grand descripteur, toutes catégories confondues, des rapports mère-fille dans le cinéma mondial. Mais sur le passé
donc sur la préhistoire de ton histoire, donc pas l'enfance. Comme enfant, tu hérites d'un tableau parfait et incomplet à chaque fois. Et pendant très très longtemps, tu racontes les 36 manières qu'il y a de faire quand même, disons, lien social, que ça ressemble quand même à des vies viables, à des amours jouables, il y a des parents, il y a des enfants. Mais enfin, le thème de l'inceste, qui est carrément là dans ce film, même s'il n'est pas délibéré, puisque c'est un effet du quiproquo du film, les gens qui connaissent bien ton cinéma savent que c'est depuis Lola, t'es à 2 millimètres à chaque fois d'arriver à l'inceste, et pas du tout par goût, disons, viscontien, pour prendre un cinéaste qui, à mon avis, a beaucoup compté pour toi. Visconti est un vrai nostalgique, parce que Visconti, lui, vient d'un paradis perdu qui est l'aristocratie. Contrairement à Visconti, qui, lui, très très tôt, a fait Sandra, qui est un film vraiment sur l'inceste. L'inceste chez toi, et c'est très drôle, vient du fait qu'il suffit d'un moment d'inattention. Et ça y est, on se retrouve dans quelque chose qu'on va avoir beaucoup de mal à assumer, mais qui en fait marcherait très bien si on se laissait simplement aller, comme dans Peau d'âne, où on voyait bien dans Peau d'âne que comme c'était un conte de fées, et que les contes de fées sont très, très culottés, il y avait vraiment rien au monde qui, en principe, empêchait Jean Marais de dévorer sa propre fille. Mais là, dans le dernier, c'est pas il y avait la féerie. La fée des Lilas ne voulait pas, mais qui avait averti. Et alors moi, ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est ça, c'est le moment d'inattention. Oui. Alors c'est vrai, mais c'est très juste. Donc il y a eu un moment d'inattention. Pour moi, curieusement, ça ne m'a pas posé de problème, puisque le film, c'est ça, c'est se dire qu'on peut s'aimer. On sait que c'est pas bien, on sait que c'est condamnable parce que, par exemple, la progéniture, c'est une catastrophe. Bon, il y a beaucoup de choses qui se passent après à ce niveau-là. Et que ça m'intéressait non pas de démonter un tabou, mais d'en parler. Je crois qu'il faut absolument, même si c'est choquant, mais là, ça ne peut pas choquer dans la mesure où seuls les adultes très avertis comprennent. En fait, c'est vrai que, bon, les enfants adorent le film. Mais parce que ça chante, parce que ça danse, parce qu'il y a des couleurs, parce que c'est vif, je ne sais pas, ils aiment bien. Bon, ils ne comprennent pas du tout de quoi il s'agit, bien sûr. Mais ça n'a pas d'importance. Et à la limite, s'ils ne comprennent pas, c'est que c'est pas grave. Oui, ils ne sont pas encore dans la prohibition de l'inceste complètement. Ça doit être ça. Non, c'est des petits pervers, non Peut-être, oui, mais je ne sais pas. Moi, je pense que je me disais, le mal, ça n'existe pas. C'est pas vrai. C'est une invention des hommes comme ça. Mais peut-être que ça existe. Peut-être que si le mal existait, le film se comporterait autrement. Il y aurait une fin affreuse, par exemple. Ça pourrait se terminer dans le sang. Il pourrait avoir... j'ai imaginé comme ça, quand il y a l'offrande de la fille offre son père à sa mère, en quelque sorte, comme ça. Il y a une notion de sacrifice et d'offrande. Sur les marges, il manque les colonnes, et on se retrouve dans la tragédie antique, absolument. Moi, je trouve ce moment absolument époustouflant. Et ce que je trouve alors extraordinaire dans ce moment-là, toujours sur ce thème comme ça de la minute d'inattention qui fait que le monde entier bascule, c'est le regard donc que la star du film lance en arrière quand il est finalement mis entre les bras de Françoise Fabian, qui est tout sourire, qui est là toute sucrée parce qu'elle va quand même finir par assumer l'amour de sa vie, et qui regarde en arrière vers cette fille qui est sa fille, et que dans le jeu du comédien, dans la façon dont le plan arrive, il y a quelque chose de... oui, comme on dit dans le film, ce qui compte c'est l'amour, le reste on s'en fout. Oui. Et qui est très documentaire, qui est très direct, qui n'a plus le côté un peu chantourné ou un peu arrangé qu'il y avait par exemple à la fin de Peau d'âne, qui se terminait sur un arrangement qui arrangeait tout le monde, comme ça. Oui. On voyait Delphine Seyrig qui finalement faisait le casting en disant bon, j'épouse votre père, tout est arrangé, le film peut finir avec l'hélicoptère. Là, il n'y a pas d'hélicoptère, c'est la gare Saint-Charles de Marseille, et il y a juste 2 plans. Et je trouve ce moment absolument bouleversant. Pour moi, c'est très culotté. Ça n'a pas posé de problème, l'inceste sur le tournage, sur le scénario, vraiment, par rapport aux acteurs. Non, pas vraiment. Les gens en parlaient comme ça, mais on se dit, c'est vrai, il ne sait pas que c'est sa fille, elle ne sait pas que c'est son père, et bon, les hasards, comme ça, font qu'ils se rencontrent et qu'ils s'aiment. Et puis tout de suite après, il y a une sorte de mouvement de recul, là. Je ne sais pas ce qui se passera après. Je veux dire, quand ils s'en vont tous les 3 sur l'escalier, là, un autre film commence. On peut imaginer autre chose. Mais il n'y a pas eu de... Non, ça n'a pas posé de problème particulier.
Parce que nous sommes dans un milieu, malgré tout, assez ouvert, averti. Alors Jacques Demy, il y a autre chose qui va un peu dans la même direction, qui est sur la façon dont tu as filmé les numéros musicaux. Bon, en gros, Oui. c'est un film sur le spectacle, on monte un spectacle, C'est ça, qui est une grande revue Oui. à Marseille. Et ça ressemble beaucoup à... D'ailleurs, je pense que même c'est un peu fait exprès. Le début, on dirait le début de Bandwagon, quand Fred Astaire entre dans arrive en gare. Mais je n'ai pas pensé du Oui, tout, enfin bon, parce que c'est moi qui ai pas eu un film quelques... mais c'est possible, Serge. Moi, je n'ai pas de culture vraiment... Quelque chose sur quelqu'un qui fait son comeback. Oui. Il Euh, faudrait que je le revoie. et, Je sais euh, que- et bon, c'est pas si facile que ça pour lui. Il est pas sûr de réussir. Là se trouve l'anecdote relativement classique de la star féminine du film Crack. Et au pied levé, une petite débutante qui en veut, alors qu'elle sait vraiment ce qu'elle veut et qui aura ce qu'elle veut, et même au-delà de ce qu'elle veut, puisqu'elle aura même son père en rade, Mathilde Amet, qui est quand même une vraie révélation, parce que là, l'abattage est réel, enfin la performance est réelle, et c'est même d'elle qu'on se rappelle le plus, parce que je pense que c'est sur elle qu'il y a les 2-3 plans les plus inoubliables du film, le plan où elle apprend la vérité dans le miroir, quelque chose de très nu, là il faut vraiment y aller. Et elle décroche le rôle, elle est bonne, bon, tout se passe. Et il y a donc beaucoup de numéros musicaux, et j'ai remarqué que tu les filmais plus dans leur intégralité. Il y a soit le début, soit la fin. Il y a une sorte d'accélération, comme si d'un côté tu avais encore le plaisir de montrer toute cette machinerie, et puis aussi l'envie de continuer l'histoire et de pas s'éloigner. Oui, pas s'étendre trop. Oui. Il y a une sorte de pas tout le temps. Il y a précipitation. des numéros qui sont entiers quand même. Mais puisque c'est l'histoire d'une répétition, il y a le côté documentaire. Il y a deux choses que tu dis, Serge, qui sont intéressantes, parce que je crois que c'est vrai. Le documentaire m'a toujours intéressé. Depuis le Sabotier, du Val de Loire, jusqu'à Model Shop, que je voulais vraiment que ce soit... le tirer davantage même vers le documentaire. Je ne sais pas... Et j'ai aussi un côté extrêmement sophistiqué qui est le spectacle, qui est le côté Broadway, paillettes et choses comme ça, qui m'amuse énormément, parce que c'est mon enfance, ça, c'était Guignol. Et là, le film, il a un côté un peu Guignol aussi, c'est-à-dire que on fonce droit, tu vois, on va droit au problème. On ne l'évite pas, Voilà. On ne va pas le contourner, il faut y aller, il faut prendre des risques. Et là, je crois que j'en ai... C'est beaucoup du fil de fer, là. Mais j'ai aimé ça vraiment, parce que si on veut aller un peu plus loin, si on veut quand même comprendre un peu mieux, il faut prendre des risques, vraiment. Donc, c'est ce que j'ai fait, là. Des fois, on dirait que la durée devient dangereuse. Par exemple, la scène qui est tout à fait étonnante des retrouvailles de Françoise Fabian et de la star masculine dans ce petit bar qui s'appelle le Paradis. Ça part comme une scène émouvante, classique, et on sait que tu saurais ou tu n'aurais pas de problème à la faire avec simplement des plans très simples, des chants contre chants, des visages émus. Or là, ça m'a frappé, la façon dont tu découpes la scène change plusieurs fois d'axe. On voit en haut, de loin, de bas. C'est pas du tout fait sur la confrontation des regards. À un moment, lui dit c'est bizarre, je t'ai retrouvé, mais je ne te sens pas. Enfin, tu n'es pas là. Et après, elle, quand elle explique à sa fille cette scène, elle dit un moment, il était tellement sûr de lui, alors que dans le film, on voit bien qu'il n'était pas sûr de lui, que j'ai dit n'importe quoi pour avoir l'air un peu. Et donc, on a le sentiment que maintenant, quand les personnages se rencontrent, ils arrivent moins qu'avant. Il y a une sorte de difficulté d'être comme ça, peut-être aussi de vieillissement, d'ankylose, qui fait que le risque de la panne de mémoire, de la panne de corps, de la panne de voix, du trou noir, du trac, est à l'intérieur des scènes. Et ce qui rend ton film très étrange, c'est qu'il y a des moments complètement à l'ancienne, comme la grande scène du début, qui était très compliqué à faire sur les marches de la gare avec tous les reporters et les jeux de scène. Et puis des scènes qui, c'est pas seulement on va directement à l'essentiel, c'est on risque de se trouver avec des personnages qui à un moment, comme on dit tellement souvent dans tes films avant, où avais-je la tête? Ça revient souvent, le côté écervelé.
à des moments absolument décisifs dans la vie des personnages, capital. Il y a quelque chose qui passe, qui leur paraît plus important, enfin, rien n'est distrait. Et le sentiment que ce risque de distraction sur les personnages donc plus âgés, donc sur les deux adultes, est devenu plus grave. Et je pense que ça aussi, c'est du documentaire, comme si tu enregistrais également une certaine fatigue des acteurs. Alors qu'inversement, Mathilde Amet, qui est jeune, a de l'énergie pour 10. Et alors, je ne sais pas si tu peux être conscient de quelque chose comme ça, oui, mais je trouve que ça donne au film sa vraie respiration qui est assez syncopée. Je trouve comme si la peur de la bavure, finalement, était pas seulement dans le problème du comédien vieillissant qui a peur de plus danser, faire les claquettes, qu'il faut doubler, enfin tout ça est mis en scène, mais également dans les rapports les plus simples entre les gens, qu'il y avait un risque de trou noir. Alors bon, est-ce que c'est un film beaucoup moins dur et beaucoup moins sanglant, puisque tu n'as fait qu'un film sanglant, qui est Une chambre en ville. Oui. Pour la première fois, on a vu qu'il pouvait y avoir du sang dans les personnages que tu inventais. Donc celui-là est beaucoup moins macabre. Oh, il est plus frivole. Enfin, frivole, non, mais je le trouve tout aussi inquiétant. Tu trouves inquiétant, quand même, oui. Il y a quand même du plaisir qui se dégage. Peut-être le plaisir de faire du cinéma, quand même. Je ne sais pas si ça se sent, ça. Et ça, je trouve que c'est important dans un moment où moi j'en ai manqué beaucoup de ce plaisir-là. Plaisir que j'avais tellement en voyant les films de Renoir. En voyant, par exemple, Le Carrosse d'or, qui était tellement sublime. Le Fleuve, que j'ai tellement aimé. Enfin, je ne sais pas, beaucoup de films de Renoir me donnaient ce plaisir-là. Bon, je ne sais pas si ça passe. Je ne sais pas si on le reçoit. Déjà, enfin, plusieurs amis m'en ont parlé. Mais ont reçu ce plaisir-là. Parce que lorsqu'on te dit des choses comme celles que je te dis maintenant, évidemment, tu dois être un peu embêté parce que... Non, pas du tout. Non, ça veut dire que c'est pas prodigieusement. Bon, ça, c'est de la conversation de bistrot, sauf qu'on l'a à la radio. Mais c'est sûr que ça ne colle pas du tout avec cette image que tu as toujours un peu traîné avec toi de quelqu'un qui dit la vie est belle. Disons, si on lisait ce qu'on a écrit sur toi pendant des années, on aurait le sentiment que tu es comme Lelouch, c'est-à-dire qu'il y a un côté j'aime la vie, tout continue, oui les choses sont dures, mais etc. Donc c'est un peu une fiction évidemment, et je comprends bien que tu ne puisses pas rentrer dans l'exégèse ou que tu puisses changer de personnage, mais en même temps, quand tu dis que le cinéma est devenu difficile à faire et que ce qui t'a manqué, c'était simplement le plaisir de le faire, tu ne peux pas ne pas le sentir, tout ça. Oui. La plupart de mes films sont plutôt douloureux dans leur expression. Je ne parle pas de l'accouchement du film, mais ce sont des films déguisés, tu vois, que la couleur, souvent la couleur, la musique, masque le vrai pessimisme du propos, enfin souvent je crois, sans parler de gaieté forcée, tu vois, c'est pas ça, mais je crois que j'ai la même démarche dans l'existence. Tu sais, ce qu'on fait, ce qu'on est, c'est pareil, hein. Moi je fais pas de différence, vraiment. C'est ça un artiste. Puisqu'on parle de couleur, toi qui es passé un moment par la peinture, est-ce que tu penses que ça t'a un petit peu fait changer tes conceptions? Là, il y a des partis pris très clairs sur la couleur. Oui, mais j'ai fait plus attention encore. Avant, j'étais quand même très méthodique pour ça. Enfin, j'ai toujours choisi très précisément les couleurs. Mais là, je me suis plus amusé, en fait, parce que j'étais un peu plus sûr de moi, peut-être sur certains rapports de couleurs, certaines choses. Et puis manier d'une façon différente, qui sont des aplats, entièrement. Alors que j'ai souvent mis des petites fioritures comme ça. Là, essayer d'être un peu plus épuré. Ça aussi, c'est la beauté du cinéma qu'on retrouve maintenant. Alors, puisqu'il y a autre chose qui se dessine à l'horizon, là, qui se profile, ce sont les clips. Quoi qu'on en pense, quoi qu'on dise. Oui, tiens, si on parlait des clips. Eh bien, il y en a de fascinants quand même. Il y a une nouvelle culture, il y a un nouveau langage. Il ne faut pas passer à côté. Enfin, il y a vraiment quelque chose. Alors, on me dit toujours... ça a l'air d'être un milieu abominable. Moi, j'en ai écrit 2. Un pour Marlène Jobert qui m'a dit au dernier moment, non, je le fais pas avec vous, je le fais avec Konchalovsky, ce qui est toujours sympathique et plaisant. Donc j'avais passé 8 jours à travailler là-dessus, moi content comme tout. Crac, elle me dit ça gentiment.
Et puis un autre pour je sais plus qui, Philips me demande, alors j'écris, je travaille, je fais, c'était très bien. Et on me dit, ah ben non, c'est trop cher. Puis j'apprends que c'est monsieur Untel qui a fait ça à ma place. Je sais, alors vraiment, un milieu, ça exécrable complètement. Mais ils n'ont pas beaucoup d'argent et ils font en vidéo des choses extraordinaires. Je crois que la vidéo, bon, effectivement, je sais pas, je serai peut-être plus là pour le voir, mais va prendre un essor considérable. Et il y a des choses douloureuses, comme par exemple, tu vois, dans le film, il y a une séquence faite en surimpression, comme ça, dans la parfumerie. Ben, cette surimpression, j'étais obligé de la faire 3 fois. Ah oui, c'est formidable. Et n'arrive pas, maintenant on n'arrive plus, je veux dire, les gens perdent la technique, même tellement on ne fait plus ces choses-là, alors qu'en vidéo c'est très très simple. Et ces moments, moi j'aime beaucoup, j'ai toujours aimé beaucoup les trucages au cinéma, là, un peu le côté comme ça, fantastique, onirique. Et il y a une coince là maintenant, je veux dire, la technique, elle en prend un coup, parce que les gens ne sont plus habitués à faire ces choses-là. Dans l'image laboratoire, l'image argentique, tu vois, on a plus de mal. De même que les copies sont tirées maintenant en très grand nombre. Et j'ai appris une chose terrible, je ne sais pas si c'est l'endroit et le lieu pour le dire, mais par exemple, on va tirer 50 copies cet après-midi, parce que le film sort après-demain. Alors on tire 50 bobines numéro 1, puis 50 bobines numéro 2. Autrefois, on tirait une copie de 1 à 10. Donc elle avait une certaine homogénéité. Mais là, quand on tire la 1 à 2 heures de l'après-midi et la 10 le lendemain, les bains ne sont plus pareils, ils ont changé, même s'il y a des compensations. Donc on a des copies inégales. Enfin, il se passe des choses, mais bon, sous prétexte d'efficacité, bien sûr, et de rentabilité. Tout ça, mais alors on l'apprend comme ça, par hasard. Tu vois, il faut aller rôder dans le labo, puis on dit, mais tiens, ça se passe comme ça maintenant. Bon, on nous explique pourquoi et on comprend, mais on se dit c'est peut-être pas la meilleure solution, il y en a peut-être une autre. C'est toi qui parles du clip et j'avais pas pensé, j'avais tort. Moi, c'est tout à fait synchrone avec ma théorie sur ton film, sur le trou de mémoire, enfin sur la syncope, parce que les clips font de cette syncope quasiment leur principe. C'est-à-dire que rien ne dure jamais très longtemps. Une image peut pas durer plus de quelques secondes. On est au bord du subliminal, on voit sans voir. Et les très bons clips, il y en a. Bon, il y a ceux de Mondino qui sont magnifiques. Moi, c'est quelqu'un que j'aimerais beaucoup faire venir ici. Oui. Il y a les clips de Gashpati, je trouve formidables. Oui. Bon, il y en a quelques-uns qui sont des petits objets passionnants parce que c'est pas des grands films résumés, c'est des petits fragments qu'on aimerait bien voir se déplier sur un grand film sans savoir si on pourrait le faire. Mais en tout cas, c'est des hypothèses. Ce sont des hypothèses, c'est ça. C'est-à-dire, je me dis que dans la tête, par exemple, j'ai un fils qui a 16 ans, qui regarde ça très souvent, toi qui aime beaucoup ça, qui zappe un max. Et je me dis, mais à 16 ans, j'aurais adoré la télé, certainement. Tu vois, j'aurais aimé cette débauche. J'étais tellement impressionné par les images, ces images vivantes qui parlent comme ça, j'adorais ça. Bon, je me dis, si un adolescent comme ça, tout d'un coup, se prend de passion pour ces images-là, qu'est-ce qui va sortir dans 10 ans, tu vois? Oui, moi, c'est aussi la question que je me pose. Et ça, c'est bien. Ça, je crois que c'est positif. Ça, c'est optimiste. Tu vois, l'idée de se réjouir de quelque chose qui va venir, qui va absolument. Être... Il n'y a pas de raison, ça doit être formidable. D'ailleurs, même, je pense que la façon dont tu as mis en scène la star masculine du film, c'est plus proche du clip que, disons, d'essayer de lui faire refaire sous une forme paléolithique ou néolithique, des choses où on aurait dit, il peut encore danser, il peut encore chanter. Oui, évidemment, mais ça, ce serait la nostalgie, justement. Je pense que la mélancolie, c'est de dire le présent est formidable. D'emblée, il ne nous suffit pas, mais on a toute la vie pour savoir pourquoi. Ça, je crois que c'est ça. Et qu'il y a cette façon comme ça, très découpée, de prendre un petit bout de chanson, un pas qu'on esquisse, et puis de passer à autre chose, qui est effectivement d'aujourd'hui. Simplement, on se demande aujourd'hui si on pourrait, ça c'est le problème du musical en France, ou plutôt de l'opérette ou du film chanté, si le clip n'est pas infiniment trop rapide maintenant, comme perception, pour, disons, les parapluies de Cherbourg, où tu as des véritables récitatifs, qui est plus proche de l'opérette, donc de l'opéra. Là, le cinéma que nous avons connu, que nous avons aimé, était quand même fait... Bon, il y avait des émotions vraies. Moi, j'ai eu de grands chocs comme ça, visuels, intellectuels, au cinéma. Enfin, je veux dire, j'ai ri, j'ai pleuré. Il s'est tout passé aussi. J'ai eu tout ça.
que dans un clip, ça n'existe pas là pour l'instant. Bon, c'est d'autres choses, de très froid, très littéraire, bon, qui est différent. Et on est à l'aube de quelque chose. C'est difficile de définir. Mais ça, je sens quelque chose d'intéressant là-dedans. Mais on ne peut pas raconter une histoire de la même façon. Peut-être on racontera plus d'histoires, ou c'est pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, quant à l'avenir du musical en France, moi j'ai toujours été très pessimiste depuis après Les Demoiselles de Rochefort, quand j'ai vu que ça prenait vraiment pas et que le succès je l'avais ailleurs, car ça, et Serge, tu es là pour le témoigner, que ce soit au Brésil, en URSS, au Japon, en Amérique. Je veux dire, les Demoiselles de Rochefort, c'était un succès considérable. Les Parapucheros aussi. Et je crois que 3 places pour le 26 aussi devraient s'installer beaucoup mieux, alors que les Américains ne font plus de films musicaux, enfin pratiquement plus, et qu'en URSS, ils ne savent pas en faire. Et ils m'avaient demandé de venir pour même ouvrir une école, essayer de leur apprendre à faire des plans comme ça. Pourquoi je faisais comme ça? Les Russes ne savent plus le faire, ils l'ont fait beaucoup aux Maisons oubliées, et c'est très dommage parce que les hypothèses russes sur la danse, dans les années 30, étaient très très différentes des hypothèses américaines. Les Brésiliens ont toujours dansé, les Américains font des films musicaux, mais plutôt une sorte de mise en scène du casting, genre Flashdance par exemple. C'est-à-dire on montre comment on fait un casting de film. Et ça ne raconte pas d'autre histoire que celle de la réussite individuelle. Et là, ça boucle avec ton film qui quand même raconte l'histoire d'une jeune fille qui va réussir. Oui. Je pensais à quelque chose par rapport au clip. C'est quelqu'un comme Michel Legrand, qui est ton vieux complice, par rapport à cette culture de clip. Comment il est, lui? Tu en parles avec lui de ça? Je ne sais pas, on n'en a jamais parlé. Comme tu sais, Michel est obsédé par le cinéma et il vient de faire un film. Ah, ça je savais pas. Ainsi, Michel Legrand vient de tourner son premier long métrage. Et ce sont les problèmes du cinéma qui l'intéressaient. Je ne sais pas ce que c'est, je n'ai pas lu le scénario. Moi, j'attends de voir le film terminé parce que j'aime mieux voir un film fini. C'est toujours plus agréable. Mais c'est juste que tu dis, nous n'avons jamais parlé de clip. Mais je crois parce que, oui, ça ne fait pas partie de notre culture. Comme Mathilda, par exemple. Mathilda, elle aime beaucoup ça. Elle a eu beaucoup de mal, très curieusement, à se mettre dans le personnage, dans Marion. Elle disait, je ne m'habille pas comme ça, je ne suis pas comme ça, je ne dirai pas ça, je ne chanterai pas ces chansons-là. Je dis, oui, mais tu es Mathilda, et si je te prends, c'est pour jouer Marion. C'est de Marion qu'il s'agit. Tu vois, il faut rentrer dans le... Et on a eu du mal un peu au début à se comprendre là-dessus. Et puis elle a réussi puisqu'elle est fantastique. Moi, je la trouve magnifique dans le film. Comment tu l'as choisi? J'ai cherché beaucoup de... Tu sais, on fait du casting énormément en vidéo, par exemple. Donc j'ai vu beaucoup de filles. Il y a eu un casting directeur, ça s'appelle, qui vient et qui a fait appel à, je sais pas, 80 jeunes filles qui dansaient, qui chantaient, qui savaient jouer la comédie. Et puis on s'aperçoit quand même, moi je veux bien, alors tout le monde dit, ah oui, il y a plein de talents. C'est vrai, il y a beaucoup de talents en France. Mais c'est incomplet. C'est-à-dire qu'il y avait cette fille formidable, très belle, qui dansait à la perfection et qui n'avait pas de voix du tout. Bon, cette autre, elle chantait divinement, mais ce grand nez faisait qu'elle n'est pas photographiable vraiment. Et pourtant, elle dansait bien aussi. Enfin, bon, ce que je veux dire, c'est qu'il est vraiment difficile de trouver quelqu'un aussi bien dans toutes les disciplines, tu vois, aussi excellent. Bon, alors on me l'a signalé, j'avais vu le film de Chabrol et je l'avais trouvé très à droite, bien. Et puis, son agent m'a dit, vous cherchez des filles qui dansent. J'ai une fille chez moi formidable. Or, physiquement, elle était Marion, telle que je l'ai toujours vue, puisque il y a 15 ans, quand j'ai écrit le scénario, c'était à Adjani que je pensais. Donc, ces grandes brunes comme ça, plutôt jolies, pulpeuses, intéressantes. Et puis Mathilda l'a emportée surtout parce que elle était d'abord physiquement complètement ça, mais bon, premier prix de danse, c'était... Il me fallait quelqu'un de vrai, là aussi, qui rende le personnage crédible. Il fallait qu'elle ait un potentiel, qu'on se dise, bon, elle est pas complètement tarée, cette fille, c'est pas une demeure, elle va pouvoir quand même entrer dans ce métier, quoi. Mais je pense qu'elle y rentre tout bêtement de la même façon qu'elle rentre dans le film. C'est-à-dire qu'au début, on voit pas très bien qui c'est.
c'est pas forcément gagné au début. Et puis elle gagne comme personnage en force de plus en plus, et dans la dernière ligne droite, je dirais, elle écrase tout. Alors, je pense qu'elle devient la Dea ex machina absolue du film, et c'est son désir qui, à la fois de l'actrice, du personnage, qui l'emporte. Parce que je crois qu'elle veut vraiment faire ce métier. Mais elle est née dans ce métier. Son père est auteur dramatique, sa mère était danseuse. Donc il y a un désir, une route aussi toute tracée, puis une volonté certainement. Jacques Demy, dernière question, ça aurait pu être la première, puisqu'elle brûle les lèvres et elle est dans toutes les têtes. Tu as travaillé pour ce film avec une star de dimension internationale, un mythe vivant, quelqu'un de tout à fait exceptionnel. Ça n'a pas dû être simple, en même temps le film est impensable sans lui. Donc ça s'est passé comment? Je dirais que ça s'est plutôt très bien passé, parce que Montand est un type tout à fait professionnel. C'est un vrai professionnel. Sa vie, sa carrière ont montré que c'était d'abord c'est un homme de scène, c'est un homme de formation de musicale, cabaret. Et pour un metteur en scène, le rapport est intéressant, parce qu'il y a une vraie réponse. Et la sensibilité de Montand au travail, c'est un vrai régal. Et puis, moi j'étais un groupie, c'est vrai, dans les années 50, j'allais l'écouter à l'Étoile. Et le film a été fait beaucoup par rapport à lui et par rapport à ce sentiment du groupie sincère que j'ai pu être, quoi. Mais j'ai laissé de côté une partie de sa vie. Le film s'arrête en principe comme ça dans les années 60 pour ne garder que le côté très mythologique de la vie de Montand. Mais ça s'est vraiment, plutôt bien passé. À l'origine, il s'appelait Cartier dans ton scénario. Oui, c'était l'histoire de Michel Cartier. Puis j'avais inventé, moi, une vie. La vie de Cartier, chanteur, parcourait le monde à la recherche de son premier amour. Donc cette vie inventée ne recoupait pas du tout la vie de Montand. Et lorsque Claude Berry est venu me demander de faire le film, comme j'ai dit tout à l'heure, à ce moment-là, Montand m'a dit « j'aimerais mieux m'appeler Montand ». Et j'ai trouvé que l'idée était intéressante, c'était bien. Mais il n'était pas question du tout effectivement de la vie de Montand, puisque c'était Michel Cartier. Alors je lui ai demandé s'il était d'accord pour qu'on parle de Piaf, de Marilyn, de Simone, par exemple. Et peut-être il a eu un peu peur, mais en même temps c'était séduisant. Il m'a dit « bon d'accord, tu écris, puis après on verra ». Et ça s'est passé comme ça. Mais dans la première version, et ça je tiens à le souligner, il n'y avait pas du tout... Ce Michel Cartier n'avait aucun rapport avec la vie de Montand. Et il ne rencontrait pas Piaf, pas Simone, bien sûr, puisque c'était pas lui. Mais il était à la recherche de Paulette Printemps, qu'il retrouvait à New York. Elle s'appelait Paula Spring. De toute façon, c'est tout à fait dans la droite ligne du cinéma, là où il en est aujourd'hui, qui n'a plus tellement le choix que de se confronter à tout ce qui est mythologique. Soit c'est le cinéma qui est un mythe, soit c'est tel ou tel acteur du cinéma qui à lui tout seul est un mythe, soit c'est les mythes animaliers, pour prendre des choses qui sont dans l'air du temps. Donc je pense que là-dessus, pour répéter ce que je disais au début de l'émission, la grande qualité de ce film, et j'espère que ça ne lui nuira pas, c'est le réalisme. C'est un film qui dit où est-ce qu'on en est avec nos mythologies, quand bien même les gens qui les incarnent sont encore là pour les jouer. Et c'est quand même très très impressionnant. Je crois que l'émission est terminée. Une nouvelle tombe sur les téléscripteurs, comme on dit à la télévision. Ton film a eu le prix de la mise en scène au Festival de Rio de Janeiro. Oui, ça me fait bien plaisir. Félicitations. Merci. Car c'est un film magnifiquement mis en scène, si le mot a encore le sens qu'il eut dans le temps, c'est-à-dire l'essence même du cinéma. Merci Jacques Demy. Merci Serge.